Alors ça, c'était mes conflits d'intérêts jusqu'à récemment, parce que je m'étais lancé dans le développement d'une start-up, on peut dire, qui visait à essayer de mesurer le TRC au lit du patient, puis ça n'a pas marché, ça a été une faillite. J'ai perdu plein d'argent, c'était nul. Ça arrive à tout le monde, t'inquiète pas. Et du coup, j'ai plus de conflit d'intérêts, je peux parler librement du TRC. Puis là, en plus, de toute façon, c'était clinique. Si on peut te remonter le moral, on peut dire que c'est pas grave, hein, c'est une avancée. Nous aussi, on l'a fait. Et du coup, donc je vais pouvoir librement parler du TRC. Et donc on m'a dit, ben voilà, il y a la microcirculation d'un côté, puis il y a l'examen clinique qui semble un peu loin de la microcirculation, comme vous avez l'expérience au bloc ou en réanimation. Et en fait, finalement, on va avoir plutôt la fonctionnalité de la microcirculation. On ne va pas aller voir les micro-vaisseaux qui sont trop petits, on l'a vu dans le topo initial. Et on va aller devoir faire de la clinique. Mais la clinique, ça a l'air nul comme ça, parce que ce n'est pas très technologique. Et du coup, on ne lui fait pas confiance spontanément. Et donc là, je vais vous raconter une blague, même si je ne suis pas un one-man show, mais c'est une blague de Coluche, où il y a un mec qui cherche ses clés sous le lampadaire. Et il y a un autre gars qui arrive, il dit, bah, t'as perdu les clés, t'as perdu tes clés. Enfin non, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Je cherche mes clés. Bon, voilà, je raconte mal. Après, je vais faire un topo médical. Et du coup, bref, il cherche ses clés. L'autre, il lui dit, bon, bah, pourquoi tu cherches ici, globalement, sous la lumière? Il dit, bah, je préfère chercher sous la lumière parce que je vois, alors que dans le noir, je vois pas. Elle est un peu ratée, la blague, mais en gros, c'est ce que nous, on fait avec la clinique. C'est-à-dire qu'en gros, on va se retrouver avec... Il y a plein de données là qui sont récupérées, qui sont numérisées et qui sont très, très faciles à exploiter. C'est toutes les données qui sont dans la lumière. Et c'est par exemple la PAM. On a des études avec 100 000 patients sur la PAM. Et en fait, des études, par exemple, sur le TRC en anesthésie. Je crois qu'il y a 2 études avec 2 fois 20 patients pour savoir si le TRC a un rôle pronostique lors d'une anesthésie générale. Et c'est parce qu'en fait, on est dans le noir et que c'est plus difficile à collecter ces données. Donc, la microcirculation en pratique courante, c'est quoi? C'est 3 fenêtres. Une fenêtre cérébrale, une fenêtre rénale et une fenêtre cutanée. Ces 3 endroits où on va pouvoir essayer de voir la perfusion tissulaire. Alors, là, je vous montre à gauche une étude typiquement chez le cochon, donc c'était 15 cochons, où il déclenche un choc septique et on voit donc un choc septique en hyperdébit, avec un index cardiaque qui monte dans le sepsis versus contrôle, alors qu'au niveau de la microcirculation, on voit que le contrôle, il n'altère pas sa microcirculation, alors que le sepsis, il altère sa microcirculation, et là, c'était mesuré au niveau cérébral. Donc, altération de la microcirculation cérébrale dans le choc septique. Et nous, on ne peut pas mesurer la microcirculation en pratique clinique, mais il y a quelque chose qui pourrait être le reflet de ça, c'est le délirium. Car le délirium en réanimation, c'est l'étude du JAMA de 2004, montre qu'il y a un lien entre le délirium et la mortalité. Donc ça reflète probablement l'hypoperfusion des organes et notamment du cerveau pendant le sepsis. Et on retrouve en fait dans toutes les définitions, alors très, très présent dans le choc septique, mais c'est aussi par exemple dans le choc cardiogénique. On voit que là j'ai repris plusieurs essais cliniques dans le choc cardiogénique, et on voit que l'altération du mental status ou délirium était présent pour diagnostiquer en fait l'insuffisance circulatoire. Au niveau rénal, il n'y a pas grand-chose, c'est l'oligurie. Alors l'oligurie, c'est compliqué, parce qu'à la phase très initiale même de l'agression rénale, des fois on a un petit hyperdébit rénal. Et puis, quand l'insuffisance rénale s'installe, on est oligurique, et ça ne reflète pas forcément la microcirculation qui peut déjà être restaurée à ce moment-là. Mais en fait, ils ont fait cette méta-analyse, là, c'est des études faites au bloc opératoire, et on voit que l'oligurie péropératoire est liée à la survenue d'une insuffisance rénale en post-opératoire. Et même si l'association n'est pas très forte, elle est très robuste, avec beaucoup d'études qui vont dans le même sens. Donc l'oligurie, ça reste un marqueur d'hypoperfusion rénale. Et puis enfin, au niveau cutané, puisque la peau est un organe comme les autres, et donc il est perfusé par et puis il est à la surface, c'est son grand avantage. Donc on va pouvoir essayer de voir s'il y a un lien entre l'hypoperfusion cutanée et le pronostic. Et on n'imagine pas que les gens meurent de la peau, mais probablement meurent de défaillance multiviscérale, donc les organes qui sont à l'intérieur. Donc s'il y a un lien entre l'hypoperfusion de la peau et le pronostic, c'est probablement que la perfusion de la peau reflète ce qui se passe dans les organes. Et on voit ça avec l'étude Aitoufela, où il montre que plus le score de marbrure, plus il s'étend en fait vers la cuisse, les marbrures, plus les patients décèdent en réanimation quand ils ont un choc septique. Je vais dire juste un mot, parce que c'est à la frontière entre
la clinique et puis en fait quand même un peu du device. C'est le perfusion index, puisqu'on l'a sur tous les scopes. Et en fait, il y a des études là, actuellement qui sortent et qui montrent qu'il y a un lien assez fort, notamment en anesthésie, entre le fait d'avoir un perfusion index qui est bas. Donc perfusion index, il est calculé c'est la partie pulsatile sur la partie continue du signal de photoplethysmographie. Et là, il y a un lien entre cette baisse de signal et le pronostic. Et enfin, le temps de recorrélation cutanée, donc, qui est un test où on va comprimer la peau et voir combien de temps elle met à se recolorer. Nous, on avait fait une enquête. Donc nous, ce qu'on préconisait, c'est en fait, donc là, ce que je vous ai fait là sur la gauche, c'est 6 règles pour essayer de faire un TRC dans des conditions qui soient les plus favorables possibles. En gros, c'est ce qu'on retrouve à peu près dans les études cliniques. Donc il faut faire attention que le bras ne soit pas élevé par rapport au plan du lit, parce qu'en fait, ça modifie le TRC. Il faut que la température de la chambre soit entre 20 et 24 degrés, ce qu'on a habituellement en réanimation, puisque toutes les études sont faites dans ces conditions. Il faut appliquer une pression de 15 secondes pour empêcher la variabilité liée au temps de compression. Il faut avoir un moyen de mesurer la pression, et souvent on dit il faut blanchir l'extrémité de l'ongle pour avoir une pression qui est la même à chaque fois qu'on comprime. Et puis on va chronométrer, et puis on va moyenner le nombre de mesures. Et en fait, en pratique, ce n'est pas du tout ce qui est fait. Dans 2% des cas, les gens de l'ASFAR et du GFRUP utilisent un chronomètre pour mesurer le TRC. Et puis souvent, ils moyennent qu'une seule mesure ou plus rarement 2. Non, plus fréquemment 2, je dis n'importe quoi. Mais rarement 3, alors qu'on voit bien que le plus petit changement significatif qu'on peut voir avec du TRC, qui est quand même, en pratique, les gens ils ont souvent une image du TRC qui a quelque chose d'assez variable. En fait, plus vous faites de mesures, moins vous aurez cette variabilité. Et c'est un moyen simple d'enlever cette variabilité. Et nous, on avait méta-analysé les données sur le TRC. Et les AUC-ROC sont présentés ici. Dans la mortalité dans le choc, on est à 0,6-0,7. Mortalité ou complications chez les patients à risque d'insuffisance circulatoire aiguë, c'est pareil, on est aux alentours de 0,7. Et si on comparait dans cette méta-analyse les patients pour lesquels le TRC était analysé versus le lactate, on voyait qu'il y avait un meilleur chiffre, mais qui était non significatif. Mais encore une fois, c'est des données qui sont non numérisées, donc on est là sur cette comparaison, c'est 6 000 patients, alors que quand on regarde le lactate, on a des cohortes à plus de 100 000 patients qui montrent le lien entre le pronostic et le lactate. Donc ça met de la robustesse, mais ça ne veut pas dire que c'est meilleur, c'est que c'est plus facile aussi à avoir. Et l'avantage du TRC, c'est qu'en fait, il se corrige rapidement, et c'est ce qu'avait montré Hernandez en 2016. Vous voyez, dans les 2 premières heures, le TRC va franchement... donc là, c'est le taux de valeur normale. Donc là, j'ai mis des flèches sur le lactate et sur le TRC. Et on voit que là où le lactate va mettre du temps à avoir un taux normal, enfin, où ça va se normaliser avec plus de temps, le TRC, ça va être beaucoup plus rapide. Et c'est ce qu'a montré aussi un peu Aitoufela avec son étude sur le remplissage, où il a regardé à partir de quand les patients, on pouvait les classer en répondeurs, non répondeurs. En gros, les patients, s'ils baissaient de plus de 25% leur TRC pendant le remplissage vasculaire, ils disaient qu'ils étaient répondeurs. Et en fait, dès les premiers 100 millilitres, il arrivait à faire la différence entre les répondeurs et non-répondeurs en faisant des TRC itératifs. Nous, pareil, en faisant des mesures un peu répétées. Là, on avait calibré la pression avec une seringue. On avait montré que en fait, le TRC, la variation du TRC pendant le lever de jambe passif, ça prédisait la variation du TRC après remplissage vasculaire. Donc là, vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 secondes à peu près. Et vous allez voir, donc ça, c'est après le lever de jambe passif. Et après remplissage vasculaire. Je rate mon truc. Donc ça, c'est après lever de jambe passif. Et après remplissage vasculaire, on va voir, ça va être plus court normalement. 1, 2, il faut chronométrer, il ne faut pas compter dans sa tête. Et on peut, alors là, je rends hommage à Arthur Guedel, qui, en 1940, publie ce papier, où en fait, là, dans le texte noir, là, c'est très condensé. Il dit tout ça, il dit « Le TRC détermine l'insuffisance circulatoire du patient anesthésié. Le TRC présente des variations interindividuelles. Il peut être découplé de la pression artérielle, donc c'est le fameux découplage, découplage macro-microcirculatoire, dont il parlait déjà en 1940. Le TRC est augmenté dans le choc hémorragique et chirurgicaux, et le TRC peut être raccourci par une manœuvre de Trendelenburg. Il avait fait son étude en 1940, alors que moi, comme un débile, je l'ai fait seulement en 2019. Et enfin, Andromeda qui met une pierre supplémentaire dans l'édifice du TRC, j'ai envie de dire, où en gros c'est une stratégie de réanimation du choc septique
basé sur le TRC ou versus le lactate. Et en gros, tant que le TRC ou le lactate n'est pas normalisé, on va faire des choses. On va faire du lever de jambe passif. S'il est précharge dépendant, on remplit. Et puis à partir du moment où le TRC et le lactate sont normalisés, on arrête tout. On ne fait plus rien en termes de réanimation hémodynamique. Et puis il y a aussi des vasopresseurs tests où on monte la map avec la noradrée et puis on voit s'il répond en TRC ou en lactate. Et des inodilatateurs tests et on voit s'ils répondent. Et ils montrent une différence de quelques pourcents de mortalité, mais avec une p-value à 0,06. Ils ont après refait une analyse bayésienne. Et en analyse bayésienne, ça marche. En conclusion, si on regarde par rapport au niveau de preuve de chacune de ces mesures et qu'est-ce qu'on peut en faire en pratique clinique, que ce soit la fenêtre cérébrale, rénale ou cutanée, elle a démontré son rôle pronostic, donc on peut l'utiliser comme pronostic. Pour titrer une réponse thérapeutique, au niveau cérébral et rénal, il n'y a pas grand-chose. Par contre, au niveau cutané, que ce soit, principalement avec le TRC, il y a des choses où on pourrait titrer nos réanimations sur le TRC. Et en Gold IT thérapie, si on croit aux analyses bayésiennes post-hoc, il y a l'étude d'Andromeda, mais bientôt, il va y avoir Andromeda 2 qui peut-être va confirmer les premières données et ça nous donnera plus d'informations sur la réanimation guidée éventuellement par le TRC. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup.